Vous êtes un cinéaste qui déshabille très peu ses comédiennes. On peut jouer dans vos films sans se retrouver obligatoirement à poil sur l'écran. Ça m'est arrivé quand même. Ouais. Mais alors, comment vous faites pour résister à la tentation? Vous avez un truc ou alors ça vous intéresse absolument pas? Ça m'intéresse beaucoup. Attention. Non, bon, alors, une réponse très personnelle. C'est vrai que j'ai une certaine pudeur. Bon, ça, c'est la vie, on se refait pas. Je essaie de la combattre, mais c'est comme ça c'est vrai. Bon. La deuxième chose, je vais employer le gros truc cliché, et en plus j'y arrive pas toujours, donc c'est un peu à mon corps défendant. C'est vrai que ce qu'on appelle l'érotisme, etc., c'est pas forcément de mettre quelqu'un nu, on le sait. Et ça, moi j'ai fait cette réflexion sur la violence, par exemple. Tout ce qui est explicite sur la violence n'est pas forcément violent, et tout l'implicite l'est beaucoup plus. C'est la même chose sur la nudité et sur les problèmes de séduction physique. Maintenant, ça m'est quand même arrivé. Ça m'est quand même arrivé. Et je pense que tout dépend de la nécessité du scénario. C'est une chose où ça arrive ou ça n'arrive pas. Voilà. Et pour tous les matins du monde, justement, c'est un film sans sexe, sans violence, sans enfants. Et donc, il n'y a pas de recette pour faire un film à succès. C'est toujours un mystère. Et par exemple, si vous n'aviez pas eu Depardieu dans le film, est-ce que vous pensez que vous seriez parvenu à monter un film aussi insolite? Question difficile. Un film, il est fait organiquement. C'est-à-dire que, par exemple, vous parlez de Gérard. Gérard, on y a pensé tout de suite avant même le début de la préparation, donc je ne peux pas penser le film sans sa présence. Je pense qu'il a dû aider au montage financier, enfin, je veux dire, le fait de son accord, c'est sûr. Maintenant, je crois, et c'est rien retiré à Gérard de dire ça, je crois qu'avant tout, c'est l'accord d'un producteur avec un metteur en scène qui font le même film. Or, moi, j'ai eu la chance pour ce film-là d'avoir alors l'enthousiasme d'un producteur dès le premier écriture de scénario. C'est ça qui a tout changé. Alors je dis pas peut-être qu'il n'y serait pas arrivé, personne ne le sait aujourd'hui, je veux dire, sans Gérard, on ne le sait pas. Mais je pense que c'est plus important sur le point de vue financier uniquement, hein, je ne parle pas du résultat artistique, bien que ce soit assez compliqué aussi, je pense que c'est plutôt ça qui est important, c'est ce couple metteur en scène producteur. Alors maintenant, puisqu'on parle de comment monter un film aujourd'hui, des difficultés des films de genre, etc., aujourd'hui, le point positif, si j'ose dire, de la sempiternelle difficulté, crise, etc., du cinéma européen et français, c'est qu'on peut aujourd'hui plus facilement faire passer des scripts qui paraissent tout à fait étranges aux financiers, plus facilement que quand le cinéma mainstream, enfin régulier, marchait très fort, où là les gens croyaient plus aux recettes. Aujourd'hui, le choc a été violent, et aujourd'hui, les gens qui persistent dans le cinéma sont les gens qui ont vraiment compris que seul un rapport à l'identité profonde était porteur d'un succès éventuel. Et le jazz alors, que vous adorez, plus tenté par la batterie que par le cinéma, non? Et vous avez renoncé au jazz assez tôt, quand vous avez compris qu'il était impossible de jouer aussi bien que des musiciens noirs. Alors oui, à un moment je me suis dit, très jeune, je me suis dit, je fais de la musique ou pas? Bon, puis après je me suis dit, mais non, cette musique ne t'appartient pas dans les racines, donc tu ne feras qu'une espèce de copie. C'était mon avis, hein, tu auras raison. Donc je ne l'ai pas fait. Alors pour parler très très vite, on peut dire que le jazz, les musiques extra-européennes, les musiques de l'Inde, toutes ces musiques-là, le cinéma policier, le cinéma noir, c'était une espèce de confrérie, sans mot d'ordre de nouveau, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup mobilisés et qui nous a formés énormément. C'est vrai qu'il y a un grand rapport entre le jazz, musique nocturne, mettons, et les films noirs, bien sûr. Okay. Bien sûr. Mais jusqu'où va votre fascination pour les avatars de Krishna? Qu'est-ce qui vous attire cette énergie formidable que vous tirez de l'Inde et de sa spiritualité? Je pense que c'est profond. Je finis par ne plus très bien savoir, parce que plus je crois savoir, moins je sais. Hein. C'est une réponse traditionnelle, mais qui est vraie sur l'Inde. Je suis allé en Inde tout d'abord à cause de la musique. C'est la musique qui m'a amené. Je me suis dit, j'aimais tellement cette musique hindoustanie du Nord, que je me suis dit, il faut que j'aille voir. Bon, et là, je suis tombé vraiment fou du pays, et des gens. Bon, alors j'y suis retourné. C'est vrai qu'il y a eu dans les images religieuses traditionnelles de l'Inde, effectivement, comme vous dites, les différents avatars, il y a quelque chose qui a dû provoquer en moi une rencontre sur le phénomène d'identité, certainement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une personnalité, qu'est-ce qu'une perte d'identité, qu'est-ce que c'est que tout ça, quelle est une destinée, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vrai que le panthéon hindouiste donne une image très frappante de ça, puisque, bon, il y a des millions, vous savez, de visages, et en fait, ils se réduisent tous à un ou deux dieux, ou trois dieux principaux. Alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui change beaucoup la vie. Je ne peux pas vous dire que je sais comment ça se traduit dans la vie quotidienne là-bas. Je sais que j'y ai une intense fascination, d'autant plus que plus on est français là-bas,
et plus les Indiens se découvrent avec vous. Je veux dire, donc c'est très curieux. C'est une chose. J'ai pas fini d'y retourner. Hein. Justement, cette fascination, elle ne part pas de l'époque des années 60-70, du mouvement hippie. Ça a peut-être joué inconsciemment. Voilà. Hein. Oui, non, ça a peut-être joué inconsciemment. Peut-être que les premières fois. Si, il y a eu quand même, par exemple, dans la découverte de cette musique, il y a eu le phénomène hippie. Moi, je suis pas venu. Moi, c'est le jazz. C'est Coltrane qui, à un moment, a débouché sur l'improvisation modale, et grâce aux Indiens. Et qui donc, c'est Coltrane qui nous a propulsés sur les musiques de l'Inde. On a compris les cycles rythmiques, etc., grâce au jazz. Donc c'est quand même un peu la même époque, hein. Faut pas non plus... Vous savez, les hippies, aujourd'hui, on dit beaucoup de choses sur les babacools et tout, mais ils ont quand même défriché pas mal de choses. Moi, on les retrouve toujours dans un endroit important, quand même, hein, à l'époque. Donc c'est ça, mais c'est vrai que c'était pas ce courant-là, en tout cas. Moi, j'y suis allé après, bien après. Ouais. Et intérieurement, vous êtes religieux, parce que maintenant, la plupart des conflits qui éclatent sont beaucoup plus d'origine religieuse que politique. Et vous avez dit dans une interview, tous les grands moments collectifs d'expression artistique sont d'inspiration religieuse. Vous y voyez un rapport? Non, c'est une question que je me pose de plus en plus. C'est-à-dire que c'est vrai que les grands moments musicaux sont, je pense, des grands moments religieux, ou de doute religieux, de doute collectif. C'est pour ça que la musique baroque est sublime. C'est-à-dire qu'au XVIIe, c'est un grand moment de l'Église et en même temps le grand moment du doute. L'Église devient un théâtre. Donc tout est possible, la contradiction est là, forte. Donc c'est vrai. Maintenant, moi j'ai une petite réponse là-dessus, qui est une réponse de cinéaste. Hein, j'ose pas dire d'artiste parce que c'est pas la question. C'est que tout ce qui est du domaine de la prière, d'un point de vue esthétique, est une chose qui m'émeut profondément. Le but de ces prières reste un mystère pour moi. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que quand un film est beau, c'est ces moments-là qu'on ne filme pas exprès. Mais c'est les moments où il y a effectivement un sentiment de prière, dans le sens le plus large du terme. Oui, ça, j'y crois beaucoup. Oui. Peut-être que je reviens à Bazin de ce côté-là, c'est possible. Et vous avez dit aussi un jour, je crois que l'art vient de la mort. C'est pour cette raison que vous avez fait des films policiers. Oui. Mais qu'est-ce que vous voyez dans la mort que vous ne voyez pas dans la vie? Bah, c'est pas ça, c'est que dans la vie, à part de très rares exceptions, ou alors des accidents ou des moments violents, on fait tout pour comme si la mort n'existait pas, alors qu'on y pense à chaque moment, même si on n'y pense pas directement. Bon, je crois que effectivement, Malraux l'a dit beaucoup mieux que moi sur les Égyptiens, l'art est avant tout funéraire, je veux dire, c'est vrai. Et si on a un intense besoin d'expression artistique, ou placé sur le vecteur religieux ou pas, c'est parce que ça nous parle de tout ce qui nous fait homme collectif, mémoire, avenir, devenir. Donc la mort est toujours présente là-dessus, oui, ça moi j'y crois. Alors de nouveau, pour parler boutique, c'est-à-dire cinéma, c'est vrai qu'il y a dans le cinéma là une chose très étonnante, qui est de nouveau, moi j'y reviens toujours, c'est les acteurs. C'est-à-dire qu'on filme effectivement la vie en train de se faire, donc le processus de la mort aussi. Et ça c'est une chose à laquelle on ne peut pas ne pas penser sur un plateau, même si on fait un film très modeste. C'est-à-dire qu'on a une espèce de responsabilité sur l'enregistrement de la vie telle qu'elle vient, qui est tout à fait bizarre. C'est vrai. Bergman a dit un jour, la caméra sur un plateau, c'est comme un gros cercueil, un gros sarcophage qui absorbe les gens, et c'est une chose assez vraie. C'est une chose assez vraie. Voilà.